toujours été dans la bricole. Je naviguais et je construisais toujours, tout le temps. Ça n'a pas changé depuis. Forcément, quand on a une idée, qu'on peut la mettre en œuvre et la tester, c'est quand même c'est royal. Jean Le Cam, à mes yeux, c'est d'abord un marin d'exception, capable de garder son sang-froid quand son bateau se retourne, comme je vous le racontais dans l'épisode précédent. Un roi de la compétition, un toqué de la course au large. Ce que l'on sait moins, c'est que c'est aussi l'un des derniers navigateurs-constructeurs, le dernier des Mohicans, comme il le dit en plaisantant. Ah bah si j'ai du carbone et de la résine, j'arrive à faire pas mal de trucs. C'est lui qui élabore ses propres bateaux de A à Z, d'abord dans sa tête et puis sur le chantier. Jean est un mordu de technique et d'innovation qui passe sa vie les mains dans la résine. Le Vendée Globe à la Jean Le Cam, c'est petit budget, petite équipe, mais grosse exigence. Il passe beaucoup de temps à faire de la technique sur le bateau. Il connaît très bien son bateau, il connaît très bien la plupart des dossiers sur lesquels il peut avoir à intervenir. D'une façon générale, c'est lui qui gère tous nos chantiers. C'est lui le maître d'œuvre en fait. Je suis plus maths physique, philo et français, donc j'ai une fibre technique depuis tout petit. Je me suis demandé comment le roi Jean s'y prenait pour construire ses bateaux et comment il se préparait au mieux pour le Vendée Globe 2024. Et je vais vous parler d'un aspect capital de sa personnalité, son souci du détail et ses talents de bricoleur qui en font le MacGyver de la course en solitaire. Le roi Jean, une vie de marin. Épisode 4. Le marin au doigt d'or. Comme le diable se niche toujours dans le détail, on essaye d'aller voir où est-ce qu'il pourrait se nicher. Parce que t'es toujours embêté par un petit truc, un truc qui n'a pas été fait dans les règles de l'art. Donc on essaye pour une course en solitaire forcément d'être plus pointillé, on va dire. Pour comprendre cette obsession pour la technique, je rejoins Jean à Port-la-Forêt pour une petite balade en mer à bord de son bateau qu'il a appelé Virgile, alias Tout commence en Finistère Armorlux. C'est un IMOCA, un voilier monocoque noir et jaune, imaginé par Jean Le Cam avec l'architecte naval David Raison. Je m'étais dit que si je faisais un prochain Vendée Globe, ce serait sur un bateau neuf. On a eu l'occasion de le faire, donc on le fait. Ce voilier, Jean Le Cam y pense depuis plusieurs années, depuis la fin de son 5e Vendée Globe en fait. À peine le marin a-t-il retrouvé la terre ferme, après plus de 81 jours en mer, qu'il imagine déjà sa prochaine embarcation pour le Vendée Globe 2024. Un bateau robuste, technique, qui lui ressemble. À ce moment-là, on est en sortie de confinement. Les chantiers navals du coin sont débordés car l'activité reprend d'un coup. Jean Le Cam fait donc construire la coque en Italie, mais tout le reste, des boots au voile en passant par l'électronique, tout est fait à Port-la-Forêt, sous l'œil inquisiteur du skipper qui connaît chaque recoin de son embarcation. Le bateau il fait 18 mètres 28, c'est 60 pieds. Ensuite il fait un mât, le mât fait 27 mètres 40. Le poids du bateau c'est à peu près 7 tonnes 8. Là ça y est, tu sens que le bateau il se fait à toi? Je sais pas s'il se fait à moi ou moi je me fais à lui, mais à un moment il va falloir que ça le fasse. Jean m'attend dans un Zodiac amarré tout près de son atelier. C'est marée basse, il n'y a pas assez de fond ce matin-là pour sortir le voilier. Il faut donc prendre le bateau pneumatique pour accéder à la sortie du port où se trouve son IMOCA, le fameux Virgile. On s'éloigne des pontons de Port-la-Forêt. La vue est incroyable. L'eau est turquoise, je vois l'archipel des Glénans en toile de fond. Jean pense déjà à la journée qui s'annonce. Il veut profiter de cette sortie pour vérifier les systèmes électroniques de son bateau, que tout soit fin prêt pour le Vendée Globe 2024. Le Zodiac est amarré contre la coque de l'IMOCA. J'escalade, j'enjambe les garde-corps, et ça y est, me voilà à bord. Tu as un coup de main pour monter ton matos là ? Ici, il vaut mieux regarder où l'on met les pieds. Là, pour décrire un petit peu, il y a des bouts partout. Toi, tu t'y retrouves ? Oui, au fur et à mesure, on s'y retrouve, ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est des bateaux quand même hyper compliqués parce qu'il y a des ficelles dans tous les coins. Mais voilà,
là, dans ce temps-là, c'est magique. Hein. Là, il y a 6 nœuds de vent, marche à 8 nœuds. C'est chouette. C'est quoi? C'est les couleurs qui permettent de te repérer? Chaque couleur correspond à une voile? Ah oui, toujours. Les codes couleurs, c'est hyper important parce que ça permet, par exemple, de s'identifier. On sait, par exemple, que les voiles d'avant, qui sont tout devant, c'est vert. Après, c'est jaune. Après, c'est rouge. Et la plus petite, c'est bleu. Comme ça, au moins, parce que vu le nombre de ficelles qu'on a à bord et de bouts, voilà, il faut les codes couleurs, c'est hyper important. Comme ça, quand t'es dans l'urgence, t'as pas besoin de réfléchir. Ouais, enfin, pas besoin de réfléchir. Ça nous aide à faire le moins de conneries possible. En me parlant, Jean Lecam jette sans cesse des coups d'œil à son poignet gauche. J'aperçois une sorte de grosse montre, un boîtier orné d'un petit écran et de plusieurs boutons noirs et rouges. Ah bah ça, c'est la télécommande du pilote, c'est-à-dire que là, si je fais +1, c'est la touche du haut. La deuxième, là, c'est +10 ou -10. Là, si je fais +10 degrés, -10 degrés, tout de suite, le bateau va réagir. Après, c'est le mode compas, c'est-à-dire que le bateau, il va suivre un cap. Et après, j'ai un mode vent, où le bateau va suivre le vent. Vous l'avez compris, c'est un outil indispensable pour diriger le bateau, qu'il faut donc régler avec soin. Ça, c'est le travail de Jérémy Guillot. Il est spécialiste des systèmes embarqués pour une entreprise basée à Lorient. Je le retrouve devant l'écran de contrôle, dans la cabine du bateau. On met en place la centrale de navigation et le pilote automatique. L'idée, c'est quoi? C'est que finalement, Jean, il est le moins de choses à faire manuellement? Alors oui, en fait, le pilote automatique, il a une configuration qui s'adapte en fait à l'environnement, donc aux conditions de mer et aux conditions de vent. Ceci étant, ça lui enlève pas le sens marin, puisqu'il doit quand même avoir conscience si son bateau est correctement équilibré ou pas. Mais une fois que c'est fait, le pilote automatique va barrer sur un Vendée Globe à peu près 99% du temps. Une carrière qui s'est forgée à tour de bras et à sa manière. Depuis 17 ans, Jean Lecam vit au rythme du Vendée Globe. Et quand les autres concurrents vont se mesurer sur l'eau, il continue à optimiser son bateau dans son coin. C'est maintenant, hein, c'est pas dans 2 mois. Donc là, on a encore un peu de temps pour valider un peu. Ben là, on est sur les formes de voile, les nouveaux systèmes de communication, en passant par les panneaux solaires, etc., etc. Jean nous rejoint à l'intérieur, dans la cabine de pilotage. C'est dans cette pièce, à l'abri des intempéries, qu'il établit son trajet, vérifie la météo, mange et dort aussi pendant ses tours du monde. En fait, c'est l'endroit où il passe le plus clair de son temps quand il est à bord. C'est sûr que quand on arrive, qu'on connaît rien, je sais pas de votre avis, mais ça doit être impressionnant. Ça ressemble vraiment à une cabine de pilotage d'avion, on a l'impression. Voilà, tous les fils sont apparents, comme ça on peut voir aussi si on a un problème, on peut changer les prises. Et donc tout est prévu pour avoir, on a 3 pilotes, donc tout est prévu en cas de panne, les procédures pour continuer. Après, là sous les pieds on a des batteries. Donc on a en moyen d'énergie, on a des hydrogénérateurs, on a des panneaux solaires et puis 2 alternateurs couplés sur le moteur. Donc ça c'est les 3 productions d'énergie. Le bateau est bourré d'électronique et de générateurs d'énergie autonomes. Ce sont des équipements tout neufs qu'il faut absolument tester avant le départ. Là, hier, par exemple, on a fait tourner les désalinisateur, c'est-à-dire qu'on produit aussi l'eau douce, notre eau douce. Donc c'est important aussi que les 2 désalinisateurs fonctionnent. Et donc on le valide à chaque fois et on le fait tourner 1 heure, 2 heures, on fait de l'eau, on goûte l'eau, voilà, par exemple. Après, on a les hydrogénérateurs, donc, qui nous produisent de l'énergie. Après, on a les panneaux solaires et un certain nombre de choses comme ça à bord qu'il faut faire tourner, qu'il faut regarder les problématiques. Là, on vient de relever le safran, on s'aperçoit qu'il y a un seau d'eau qui est peut-être pas assez tendu. Donc voilà, par exemple. C'est des choses que toi, tu dois être capable de réparer aussi seul. Oui, c'est sûr qu'au Vendée Globe, de toute façon, il n'y a personne d'autre que toi. Donc là, au moins, t'es pas emmerdé. Bon, là, t'es satisfait de comment ça se passe ce matin? Ouais, ça va. Ouais. On a un peu de vent qui s'est levé, là. Et puis là, on va aller direction Lorient, on va aller voir Thaïs.
qui ramène son mini de Lorient. Donc ta fille, Voilà. qui est aussi mordue de voile comme toi. C'est toi qui Ouais, lui as ouais. donné cette passion? Sûrement, je sais pas. Thaïs Lecam, c'est l'une des 2 filles de Jean, la cadette. Elle a 30 ans et son truc à elle, pour l'instant, c'est la Mini Transat, la traversée de l'Atlantique en solitaire et sans moyen de communication. Ok, ça marche. Bon bah, et toi tu rentres le bateau ou pas ce soir ou tu le laisses à la bouée? Non, le bateau. Ouais, donc tu rentres pleine mer, c'est quelle heure je crois? Ouais, on peut rentrer jusqu'à 17h45. 17h40. Et ça marche. Estimé d'arrivée pour aller loin. Estimé d'arrivée Quand on est à l'intérieur, tu dois peut-être déposer des personnes avant dedans ou pas? Peut-être, ouais. Elle venait avec toi quand elle était petite? Non. Non, pas beaucoup. Non. Et vous vous retrouvez parfois en mer? Voilà, bah là, aujourd'hui, normalement, on devrait se dépatouiller à pouvoir se retrouver là. Bah, je pense qu'on va arriver vers 17h, un truc comme ça. Et maintenant, du coup? Ouais, ok. Le père et sa fille se font signe de loin, lui depuis le pont de son gigantesque voilier, elle sur son mini de 6,50 m, avant de reprendre chacun leur route. Pour nous, c'est demi-tour, direction la maison, Port-la-Forêt. Bah, là, on est pas mal. Hein. Ouais, tout qui fonctionne. Donc, on essaye maintenant de faire des réglages et d'optimiser. On est pas mal. Vous commencez à le connaître, Jean Lecam, l'exigence à l'état pur. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Le marin aux 5 Vendée Globe est intraitable sur la technique. Ça vaut pour lui et évidemment pour ses équipes. Je pense que c'est un bateau efficace, assez facile à manier, et un bateau plutôt simple. Et c'est pas une Formule 1, c'est plutôt un 4x4 et c'est plutôt dans cet esprit-là pour faire le tour du monde, quoi. Alors je suis Mathieu, je suis préparateur pour Jean Lecam depuis 6 ans maintenant et je suis assez polyvalent dans l'équipe. Je n'ai pas vraiment de rôle attitré, quoi. C'est un bateau qui a ses chances dans le Vendée Globe? Mené par quelqu'un comme Jean, je pense que oui. C'est comment de travailler pour Jean? C'est technique, comment on peut dire? Technique, ça veut dire qu'il est très exigeant sur la technique? Exactement, ouais, c'est ça. Sur les détails, la finition des choses. Oui, c'est vraiment le détail, c'est l'ennemi, quoi. Il faut bien connaître son bateau. Et puis tout prévoir avant de partir parce qu'une fois qu'on a oublié quelque chose, c'est trop tard. Et puis vous l'avez entendu dans les épisodes précédents, le roi Jean est aussi un navigateur prudent. Il suffit de lever la tête pour s'en rendre compte. Il a fait installer plusieurs girouettes en haut du mât, ces instruments qui mesurent la force et la direction du vent. C'est une particularité sur laquelle on l'interroge souvent. Mais pourquoi donc a-t-il besoin de 3 girouettes? Parce que si j'en casse une, j'en ai encore 2. Ça, c'est tellement le camion. C'est la réalité. Parce que si tu as 2 girouettes et que tu en casses une, après tu n'en as plus qu'une. Donc tous les jours que Dieu fasse, tu es en train de prier le bon Dieu pour que ta deuxième girouette ne marche pas. Alors que quand tu en as 3, il t'en reste encore 2. Et là j'en ai 4. Donc là c'est le bonheur. Cette réponse, c'est un concentré de la philosophie de Jean Lecam, du bon sens marin, mélange de réalisme et d'expérience. Le navigateur s'est formé sur le tas, au fil des bateaux et des rencontres. Remontons 40 ans en arrière. On est en 1984. Jean Lecam a 24 ans. Il travaille alors avec son meilleur ami, le navigateur Hubert Desjoyaux, chez un constructeur de bateaux de course. Au début, on travaillait chez Multiplast à Nantes, à Carquefou. Et après, Multiplast s'est déplacé, on va dire, à Vannes. Et nous, on a créé CDK à cette période-là avec un certain nombre de personnes qui travaillaient avec nous chez Multiplast. Parce que ça manquait, il n'y avait rien ici finalement? Non, il y avait pas grand-chose. Il y avait un bar épicerie chez Fredo. Voilà, il y avait vraiment pas grand-chose. Vous vous rappelez, CDK, c'est l'un des premiers chantiers navals de Port-la-Forêt, que Jean Lecam a fondé avec ses amis skippers Hubert Desjoyaux et Gaëtan Guérou.
À cette époque, les pontons sont déjà opérationnels, mais les alentours se limitent à un grand terrain vague, flanqué de quelques baraquements. C'est donc un sacré pari de venir s'installer ici. Financièrement, à l'époque, c'est sûr qu'on avait d'autres propositions beaucoup plus alléchantes que de s'installer à Port-la-Forêt, mais comme c'était chez nous, on a dit non, on reste là. Et ça vous a pas fait peur de vous lancer votre entreprise? Non, parce qu'on avait un gros catamaran à l'époque à construire. Kaimiloa, qui était un bateau qui était destiné à la recherche archéologique. Et après, il y a eu Poulain, le bateau d'Olivier de Kersauzon. On a eu... Donc voilà, c'était quand même des gros bateaux à construire. C'est vrai qu'on n'avait pas froid aux yeux. Le navigateur Olivier de Kersauzon, qui après avoir côtoyé Lecam et ses acolytes, donnera à Port-la-Forêt un surnom qui est resté, la vallée des fous. Je trouve que c'est une jolie manière de désigner ce groupe d'acharnés réunis par une même passion. Quand tu crées ton entreprise, il faut en plus avec des process à mettre à essayer, etc. C'est une part de risque quand même, hein, surtout sur des grosses pièces, donc il ne faut pas se rater, quoi. Donc, ils vous prenaient pour des tarés. Voilà, c'est ça. Et t'en penses quoi? C'était mérité comme nom? C'est possible, oui. C'est possible. Par exemple, quand tu vas démouler une coque, tu as mis 15 jours ou 3 semaines à faire, et le moment du démoulage, c'est des moments importants, quoi. Intense en émotion? Bah oui, parce que tu as le résultat de ce que tu as fait. Une fois que tu as démoulé, après tu pèses ta pièce, tu regardes. C'est ton bébé. Voilà. En moins de 30 ans, Port-la-Forêt s'est imposé comme un haut lieu du nautisme et de la course au large. Pour continuer à tirer son épingle du jeu face à sa voisine, Lorient, Port-la-Forêt veut attirer de nouvelles entreprises. Telle sera la mission de la société coopérative Finistère-Mervent, avec comme ambassadeur Jean Lecam. Créer de la dynamique et à la fois le faire savoir et à la fois créer aussi une infrastructure qui soit capable d'accueillir physiquement des gens, c'est-à-dire des bureaux, donner les moyens aux entreprises qui veulent s'installer de venir. À cette époque, donc, le marin constructeur ne compte pas ses heures. Soyons clairs, il ne vit que pour la voile. Je naviguais et je construisais toujours, tout le temps. Ça n'a pas changé depuis. J'aime bien les deux parce que ça permet aussi on fait des modifications, ça permet de les valider en temps réel et c'est passionnant. Tu dirais que tu es aussi bon technicien que navigateur? Oh, ouais, largement. Navigateur constructeur, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Non. Je suis dans les derniers rescapés. Oh, il y en a encore, mais il y en a, c'est sûr qu'il y en a de moins en moins. Je pense qu'aussi l'augmentation des moyens fait que les gens délèguent beaucoup et puis font faire par les autres. Et... Bon, moi je suis pas trop comme ça. Enfin si, on fait aussi, mais je suis omniprésent. Omniprésent, voilà le mot que je cherchais. La preuve aujourd'hui, je le retrouve sur son chantier, les doigts dans la colle, en train de superviser une intervention délicate sur le mât de son IMOCA. Hein? Là justement, attends 2 secondes. Là, on est en train justement de... Là, il y a des trous, là. Et il y avait des douilles qui n'étaient pas à la bonne forme. Alors, opération assez délicate, c'est-à-dire que il va falloir qu'on mette de la colle sur le fond de la douille et qu'on vienne la tirer et la monter en aveugle. Et après, nettoyer à l'intérieur comme on peut avec... Donc voilà, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ouais, celui-là, là, toujours le même. C'est bon, il est passé. Et la douille arrive ici. Ouais, je l'ai. En parallèle, on fait le 3e hydrogénérateur de rechange au cas où. Ensuite, on a fait du blanc à l'intérieur du bateau pour que ce soit plus lumineux. Fermer le cockpit un peu mieux. Les voiles sont toutes en révision à Lorient. Les panneaux solaires vont être changés aussi parce qu'il y en a qui ont de meilleur rendement, puis on a un petit pet sur un des panneaux. Donc,
T'es toujours là à vérifier aussi, à passer derrière? Ouais. On essaye toujours d'être présent sur chaque petit ou pas d'ailleurs, détail. C'est sûr que de pouvoir faire face aux problématiques techniques, c'est toujours un avantage. Plus les opérations sont délicates, plus il faut être attentif à la propreté du travail. Le bon sens pratique, c'est essentiel pour Jean Le Cam. C'est d'ailleurs ce qui fait de lui l'un des derniers résistants au foil, ces coûteux appendices autorisés depuis 2016 sur le Vendée Globe. Imaginez 2 lames en carbone incurvées, fixées sur les côtés de la coque et qui permettent au bateau de survoler les flots et donc de gagner en vitesse. C'est une innovation qui, a priori, avait tout pour séduire le roi Jean, l'un des pionniers de l'hydroptère, le premier bateau volant. Mais non, Virgile est né sans foil et c'est fait exprès. Pas aller trop vite, trop loin. Parce que quand on va trop vite, trop loin, quand on se casse la gueule, ça fait mal. C'est bateau rapide, mais plus raisonnable, on va dire. L'idée, c'est de faire un choix différent et plus accessible surtout. Parce que si on part dans des escalades financières, technologiques, etc., il y a un moment, ça va pas, quoi. L'équilibre financier, il ne faut jamais oublier qu'il faut un équilibre dans tout. Déjà que c'est des bateaux, on ne peut pas plus faire des bateaux plus compliqués que ça pour faire un tour du monde tout seul. Et là, en plus, si tu rajoutes des foils, qui rajoutent des efforts, qui rajoutent des coûts, qui rajoutent de l'entretien à l'année, qui rajoutent une équipe supplémentaire, ça devient donc on a fait le choix qui est un choix qui est différent et qui me plaît bien. Donc très content de ce choix-là, de toutes les manières, dans tous les cas, quoi qu'il arrive. On va attaquer le collage. Comme ça, on fait des petites pauses. C'est bien, comme ça on voit comment on travaille. Si je travaille bien ou pas, c'est ça. On va vérifier. Ok. Tu regardes. Là, normalement, je suis bon. T'es d'accord avec ça? Et toi, personnellement, t'avais pas envie de tester un bateau avec foil? Non, parce que c'était pas dans notre philosophie et donc voilà, je dis pas que dans le futur, peut-être, on sait jamais, mais pour le moment, non, ça c'est sûr. Ça veut dire que tu pars quand même avec, on va dire un handicap, mais forcément au niveau vitesse, tu pourras pas suivre les bateaux à foil. Non, dans certaines conditions, c'est sûr qu'on n'ira pas aussi vite qu'eux, ça c'est certain. Mais après, sur la longue distance, qui vivra verra. Construire un bateau qu'il connaît par cœur, un voilier costaud mais léger et technique. C'est cette double expérience de navigateur et d'ingénieur qui fait la renommée et la longévité de Jean Le Cam. Dans le prochain épisode, vous allez voir que c'est grâce à ses compétences que le skipper devient le vainqueur de cœur du Vendée Globe 2020. Une édition pleine de rebondissements qui lui vaut une visio depuis son voilier avec le président de la République.